Le conseil, c'est déjà de prendre conscience que l'entreprise, pour moi, est un des plus puissants leviers de transformation de la société. Et que l'entreprise et son entreprise peut avoir un super rôle à jouer, au fait, à la fois économique, mais aussi social et environnemental. Dirigeant, comment concilier RSE et performance économique ? Emmanuel Brémond reçoit Anne Laurence, directrice du pôle RSE et nouveaux modèles économiques au sein du réseau Comité 21 Grand Ouest. Bonjour à tous. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne Laurence, directrice du pôle RSE au sein du réseau Comité 21 Grand Ouest. C'est le plus grand réseau français des acteurs du développement durable. Elle va nous expliquer en quoi consiste exactement la RSE et pourquoi elle s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur pour les acteurs économiques. En préparant ce podcast, elle m'a fait part d'une étude de France Stratégie portant sur plus de 8000 entreprises de plus de 10 salariés qui nous indique que les entreprises qui ont engagé une démarche RSE dégagent un gain de performance de 13%. C'était une évidence pour moi de vous partager cet échange. Première partie, la naissance et le développement des enjeux RSE dans le monde de l'entreprise. Bonjour Anne. Bonjour Emmanuel. Alors Anne, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et peut-être en particulier de votre expérience à la Camif ? Oui, bien sûr. Et puis tout d'abord, merci pour l'accueil. Je suis enchantée d'être là pour ce premier podcast. Alors, mon parcours, moi, je suis issue d'une formation d'école de commerce et je suis, on va dire, une femme du marketing à la base et où j'ai fait toute ma carrière dans le commerce. Et j'étais, par exemple, acheteuse textile et j'étais aux prémices du e-commerce et donc aux prémices de transformation de modèles déjà sur le commerce. Et en 2008, j'ai rejoint l'aventure de Camif.fr, qui est une aventure entrepreneuriale assez inédite ou assez intéressante sur le sujet de transformation des entreprises, puisqu'au fait, en octobre 2008, l'ancienne coopérative Camif, entreprise née en 1947, avec plus de 1000 personnes, a été liquidée. Et en mars 2009, un entrepreneur, Emery Jacquia, s'est dit c'est une marque géniale, avec des clients et des sociétaires très fidèles, mais il faut relancer la marque avec un nouveau modèle et une nouvelle vision de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'il a fait dès le départ, en 2009, donc c'était très précurseur, en se disant, on va relancer la Camif autour déjà uniquement du e-commerce, donc camif.fr, et surtout avec des valeurs autour de l'impact positif, qui était de se dire comment on peut, en tant qu'entreprise, créer un impact positif sur son territoire, donc en termes de création d'emplois, et en termes de création de valeur pour la filière du meuble, puisque la Camif est un distributeur de meubles sur Internet. Voilà. Donc, aventure qui a duré 10 ans et où on a tout construit, embarqué toute une filière de PME du meuble qui était on va dire, pas en dérive, mais en tout cas en souffrance, comme beaucoup de filières françaises, et qu'on a embarqué pour changer le modèle autour de la filière du meuble. Et aussi la Camif a beaucoup œuvré pour développer une consommation et une distribution responsable, en se disant on va distribuer que des produits français et avec des valeurs et des atouts de développement durable. Voilà. Qu'est-ce que cette aventure vous a appris sur le monde de l'entrepreneuriat, peut-être différent ? Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris déjà qu'il fallait avoir une vision. Une vision pour justement créer de la valeur pour l'entreprise et son écosystème, à la fois ses salariés et ses parties prenantes, fournisseurs, territoires. Donc vraiment une vision forte, ça m'a vraiment marqué. Et que cette vision forte permettait de garder le cap malgré les tempêtes. Parce que vous voyez bien que de relancer une marque autour de la distribution, alors qu'il y avait des géants de l'ameublement, je ne cite pas de nom, mais on les connaît tous,
dans la distribution et que il fallait donc se différencier et créer de la valeur. Et cette valeur, justement, le PDG souhaitait avoir une valeur, un impact positif, et donc de relocaliser du meuble, de recréer des emplois, d'avoir le moindre impact sur l'environnement et le plus d'impact positif sur le territoire. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise, il n'est pas forcément préoccupé que par la valeur financière créée? Non. Mais malgré tout, ça reste une base. Hein. On va dire qu'une entreprise est là pour générer un chiffre d'affaires, un profit, mais ce n'est pas son seul but. Et c'est là où c'est intéressant de regarder qu'il y a une performance globale que doit de plus en plus avoir un chef d'entreprise. La performance économique, ça, on va dire que c'est la base d'une entreprise, mais avec ça, il doit conjuguer une performance environnementale et une performance sociale, et au même niveau surtout. Et c'est ça qui est important. Et que tout ça fera une performance globale de l'entreprise et fera que l'entreprise créera de la valeur. Voilà, c'est son but, mais créera une valeur utile pour la société, utile pour ses salariés, utile pour le territoire. Alors aujourd'hui, le cadre réglementaire justement autour de la responsabilité sociétale des entreprises évolue, se durcit peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que vous pouvez nous préciser le cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit aujourd'hui ? Alors le cadre réglementaire en effet évolue beaucoup et très vite. Il y a une forte accélération du droit sur ces sujets-là. On va dire que depuis 2010, il y a eu des lois importantes qui ont un impact sur beaucoup d'entreprises. Je vais en prendre quelques-uns un peu pour illustrer et faire comprendre à nos auditeurs ce qu'il en est. Au niveau social, par exemple, il y a la loi LOM, qui est la loi sur les mobilités, qui engage, au fait, les PME de 50 salariés et plus à mettre en place un forfait de mobilité durable et un plan de mobilité. Là, maintenant, avec la loi Pacte en 2019, c'est la première fois où, au fait, la RSE est consacrée dans la loi, quelles que soient les entreprises. Et c'est-à-dire que dans l'objet social des entreprises, on indique que, bien sûr, le rôle d'une entreprise est économique, mais également social et environnemental. Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a la future loi, ou la loi là, qui va avoir un impact dès l'année prochaine, 2024, qui est la loi CSRD. Alors, je suis désolée pour les jargons, mais c'est comme ça que ça se prononce. Et cette loi, au fait, elle va obliger les entreprises à publier un reporting extra-financier. Et avant, au fait, il y avait une ancienne loi qui était uniquement pour les grosses entreprises, les entreprises de plus de 500 salariés. Ces entreprises-là, depuis longtemps, font des reportings et sont obligées de faire des reportings extra-financiers. Maintenant, cette loi CSRD, elle baisse le seuil et donc le reporting extra-financier va être, en fait, ce sont les entreprises de 250 salariés qui vont être impactées, et ceci dès l'exercice 2025. D'où l'importance, vous ne pouvez pas faire un reporting extra-financier si vous n'avez pas structuré une démarche RSE qui vous permettra d'avoir des actions et donc des indicateurs. Toutes ces nouvelles obligations, elles impactent terriblement quand même les petites entreprises qui ne sont pas forcément outillées pour avancer sur ce sujet. Oui, bien sûr. Ouais. En effet, beaucoup de lois concernent plutôt les grandes entreprises ou les PME de plus de 50 salariés. Et au fait, ce qui est important de comprendre pour un chef d'entreprise, c'est que même s'il n'est pas concerné par les lois, premièrement, il va être concerné indirectement parce que dans sa chaîne de valeur, ses donneurs d'ordre, qu'ils soient collectivités ou grosses entreprises, vont lui demander de plus en plus des preuves de son engagement et des indicateurs sur les sujets sociaux, environnementaux. Ça, c'est le premier point qui est important. Et puis le deuxième point, donc en effet, c'est pas simple, mais le rôle d'un chef d'entreprise, c'est aussi d'anticiper et de comprendre ces lois. Même si on n'est pas concerné directement, ça permet d'anticiper ce qui va arriver parce que
une chose est sûre, c'est que au fait, les seuils baissent. Ce n'est plus maintenant uniquement pour les grandes entreprises, ça va être pour les petites entreprises. Et de plus en plus, aussi, ce qui est très important de comprendre, c'est que les financiers vont demander de plus en plus d'indicateurs sur les sujets ESG, environnemental, social et gouvernance, et même pour les petites entreprises. Et que plus on aura des bonnes performances sur ça, plus on aura accès à des financements ou à des prêts, même quand on est une petite entreprise. Ce qui veut dire qu'effectivement, on change de paradigme total. On n'a pas le choix. Ben, on n'a pas le choix, et heureusement. Oui, ben, bien sûr. Quoi. Je pense qu'on est conscients tous des défis qu'on a pour préserver notre planète. Et on sait que la planète, c'est là où on vit, où les entreprises sont situées, où les ressources naturelles dont se servent les entreprises pour fabriquer leurs produits, l'énergie. On sait que tout ça, ça vient de la planète et de la Terre, et donc il faut le préserver. Dirigeants, comment concilier RSE et performance économique? Deuxième partie, comment, en tant qu'entreprise, s'engager dans une démarche RSE? Alors aujourd'hui, vous êtes engagé au sein du comité 21. Quel est votre rôle dans ce comité ? Comité 21, pour resituer un peu le contexte, au fait, c'est une association et un réseau d'acteurs sur le développement durable. Un des plus anciens réseaux d'acteurs, depuis 25 ans, on œuvre pour amener et accompagner à la fois les acteurs privés, donc les entreprises, et les acteurs publics, les collectivités, à justement comprendre les sujets de développement durable et se former, s'outiller pour mettre en place des démarches de développement durable. Et donc moi, mon rôle au sein de Comité 21, donc en tant que directrice du pôle RSE et nouveaux modèles économiques, c'est à la fois de veiller, de faire de la veille sur les enjeux actuels et futurs, et donc de les décrypter pour nos adhérents. Et puis également de faire prendre la mayonnaise, je vais dire, entre les adhérents, parce qu'au fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de gens, il y a plein d'entreprises, plein de TPE, PME, grands groupes, de toutes sortes. Il y en a plein qui font des super choses, et on ne le sait pas toujours. Et au fait, on voit que être en réseau, échanger des bonnes pratiques, ça motive. Ça donne aussi des fois le courage d'aller plus loin, l'envie d'aller plus loin pour avancer. Donc ça, c'est un point important. Et comme j'ai en effet cette expérience de 10 ans dans une entreprise pionnière sur ces sujets-là, à la fois, je comprends très bien les sujets d'une entreprise. J'ai été dans une entreprise de commerce. Tous les jours, on regardait le chiffre d'affaires. Toutes les semaines, on regardait le résultat. Donc, c'est des sujets que je connais bien. Et donc, apporter mon expérience sur ces sujets-là, je trouve que c'est chouette, quoi. Et m'enrichir également de l'avancée des autres. Alors, pour être concret, est-ce que vous avez des exemples en fait, d'engagement d'entreprises assez marquants ? Ouais, je vais prendre un exemple concret, sans la citer, d'une entreprise, d'une PME sur le territoire, une entreprise du bâtiment. Donc c'est un secteur, on le sait, à la fois qui a un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre et qui doit changer très vite. Et à la fois un secteur assez traditionnel également. Et donc, au fait, j'ai vu en 3 ans le cheminement de cette entreprise. Au départ, c'était une entreprise qui, dans ses valeurs, avait des belles valeurs déjà, en lien avec la RSE, mais rien de structuré. En 2019, ils ont souhaité mieux comprendre leur impact. Et donc, ils ont fait un diagnostic de leur flux. L'eau, la pollution, les déchets, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils ont déjà compris leur impact. Ensuite, ils se sont dit, quand même, on a quand même des impacts importants. Comment aller plus loin ? Et le PDG comprenait bien, vous voyez un peu ce que c'était que la RSE, mais il avait besoin d'être clair. Il s'est formé avec le comité 21. Il a suivi un parcours d'accompagnement avec d'autres dirigeants pendant 9 mois. Et ça l'a fait grandir sur ces sujets-là. L'année d'après, il a formé ses salariés. Il s'est dit, je ne peux pas être tout seul à faire ça. C'est un truc trop vaste, il faut que j'embarque mes équipes. Il a formé ses salariés et
parallèlement, en même temps que son nouveau projet d'entreprise, il s'est dit, j'ai un nouveau projet d'entreprise que je dois écrire, comme beaucoup d'entreprises, une nouvelle stratégie. Et là, maintenant, je veux mettre la RSE dans le projet d'entreprise et pas à côté. Et donc, il a commencé à structurer sa démarche RSE. Il a écrit 1 an après sa raison d'être, avec justement des valeurs sociales et environnementales, avec un projet économique, bien sûr. Et là, il est en train de développer une nouvelle offre, encore plus engagée. Voilà. Donc, voilà un petit peu le cheminement d'une PME, à la fois avec de la formation du dirigeant, du diagnostic, de l'embarquement de ses salariés. Et est-ce qu'il y a des résultats concrets aujourd'hui ? Est-ce qu'il est capable finalement de nous témoigner du fait qu'il avait raison de faire ça ? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans son entreprise ? Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Premièrement, sur le recrutement. Parce qu'on sait que le secteur du bâtiment, comme d'autres secteurs, ont des problématiques de recrutement. Et le fait de clarifier et de renforcer les valeurs de l'entreprise, ça lui a permis de mieux recruter. Et là, dans la tempête actuelle dans laquelle est un peu le secteur du bâtiment, il est plus innovant et plus résilient. Et donc oui, il le dit clairement, que ça l'aide, même si, pareil, ce n'est pas tous les jours simple. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain à la rencontre des entreprises ? Quels sont les freins à se lancer dans une démarche RSE ? Pourquoi certaines entreprises n'y vont pas, ne se questionnent pas suffisamment sur le sujet ? C'est une très bonne question, Emmanuel. Des freins, le premier, c'est que, on va dire que souvent, les chefs d'entreprise ont aussi un peu la tête dans le guidon. Et ça, c'est quand même le quotidien de beaucoup de chefs d'entreprise. Et que dans un premier temps, même s'ils peuvent comprendre les enjeux environnementaux ou sociaux, ne pas voir le lien avec l'activité économique et la performance économique de leur entreprise. Et le sujet important, en fait, un chef d'entreprise, il raisonne en risques. Quels sont les risques pour mon activité ? Et surtout en opportunités de développement, en opportunités commerciales. Et c'est là, en fait, c'est là le sujet, c'est que quand on comprend bien l'ensemble des défis sociaux et environnementaux et de l'impact que ça va avoir sur l'entreprise, on commence à se dire qu'il faut, en tout cas, mieux comprendre le sujet et le mettre en place dans son entreprise. Et donc, il y a des risques et des opportunités des risques à ne pas mettre en place une démarche RSE et des super opportunités. Alors, je suis entrepreneur, tout ça, ça m'intéresse. Par quoi je commence quand je veux me lancer dans la démarche ? Comment je m'y prends ? On peut s'y prendre de différentes façons, on va dire. On peut se dire, par exemple, sur mon marché, donc au niveau de mon offre et de mon modèle économique, j'aimerais développer ou améliorer ma gamme de produits, de services et la rendre plus vertueuse. Diminuer ses impacts en utilisant moins de ressources et puis également répondre au marché parce qu'il y a quand même, faut aussi le voir, il y a des attentes des consommateurs, des évolutions de marché de plus en plus fortes. Donc on peut commencer par ça. Et on peut aussi commencer par une démarche plus sociale où on se dit, moi, mon enjeu premier, là, c'est le recrutement. Je ne réussis pas à recruter. Et donc, il va falloir que je développe ma marque employeur. Et là, si on veut développer sa marque employeur, il ne faut pas faire de greenwashing. Il faut faire attention. Et donc là, il va falloir avoir une démarche un peu plus globale et structurée pour que quand le candidat il sera en face de vous et que vous lui parlerez des engagements de votre entreprise et à la fois de son activité économique, les candidats pourront se dire « ouais, c'est chouette, elle est belle cette boîte, elle a des valeurs ». Et donc à partir de ça, il faut structurer la démarche. Structurer la démarche, c'est déjà comprendre, donc se former. Il y a quand même maintenant beaucoup de choses, des MOOC, des formations, des réseaux. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de faire un diagnostic et de mettre des chiffres. On sait que le chef d'entreprise aime ça et que c'est vrai que c'est un bon départ pour tout le monde. Et le chef d'entreprise, les salariés.
Il y a plein d'outils pour faire des diagnostics. On connaît le bilan carbone, mais il y a des outils pour faire des diagnostics sur ces déchets, sur l'eau. Il y a beaucoup de choses et simples à mettre en place. Et une fois qu'on a ce diagnostic, on peut se dire où sont mes impacts et comment réduire mes impacts et comment aller même vers un projet d'entreprise qui a encore plus de sens et comment mettre la mission de mon entreprise vers quelque chose de plus vertueux en lien avec ce que j'ai envie d'en faire et la vision que j'ai envie de donner à mon entreprise. Est-ce que les entreprises sont prêtes à embaucher un responsable RSE, à payer un poste là-dessus ? C'est pareil. Vous avez les bonnes questions, Emmanuel. Je dirais pas assez. En fait, ce qui se passe là actuellement, c'est qu'il y a souvent les responsables QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui existent quand même dans un certain nombre d'entreprises industrielles qui vont évoluer vers des postes RSE. Mais pareil, ils doivent se former. Parce que la RSE, pour moi, c'est stratégique et c'est de la stratégie d'entreprise. Donc, il faut se former à ça. Et puis après, maintenant, il y a de plus en plus de gens, de responsables marketing, responsables ressources humaines qui prennent ces casquettes-là. Et un sujet important, pour moi, en effet, le poste de responsable RSE, c'est un poste de chef d'orchestre. Et donc, qui doit travailler avec toutes les directions de l'entreprise, la production, les achats, les ressources humaines, la direction. Et par rapport à ça, donc en fait, moi je trouve ça bien qu'il y ait un responsable RSE, surtout au départ où il faut structurer les choses, engager les gens. Mais après, au fait, il faut que ça soit un projet collectif. Et si c'est pas un projet collectif, et si c'est juste une personne qui est nommée pour faire son job, très bien, ça suffira pas. C'est trop systémique et c'est trop embarquant et impliquant pour l'ensemble des gens, à la fois en interne et en externe avec ses fournisseurs, ses partenaires. Qu'est-ce qui va arriver aux entreprises qui ne s'engagent pas dans une démarche RSE ? Qu'est-ce qu'elles risquent ? Perdre du sens. Et puis aussi perdre de la compétitivité. Après, le sujet, c'est que souvent, un chef d'entreprise, parfois, raisonne trop à court terme, mais c'est pas une critique, c'est que c'est le quotidien et que la RSE, c'est du long terme. Quel message ou conseil vous avez envie de faire passer à un dirigeant qui nous écouterait et qui se dirait « Allez, effectivement, ça fait écho chez moi, il faut que je me lance ». Le conseil, c'est déjà de prendre conscience que l'entreprise, pour moi, est un des plus puissants leviers de transformation de la société. Et que l'entreprise et son entreprise peut avoir un super rôle à jouer, au fait, à la fois économique, mais aussi social et environnemental. Donc moi, c'est déjà ça. Et puis, une note un peu plus peut-être épicée, que s'il s'y met pas maintenant, il y a un risque fort, vraiment très fort, que dans 20 ou 30 ans, il puisse pas léguer son entreprise à ses petits-enfants si c'est une entreprise familiale ou à des investisseurs. Donc, il y a vraiment un risque important. Et puis, c'est ce que je disais, c'est le sens aussi, le sens de se lever les matins avec un super projet qui donne envie à soi et à tous les gens avec qui on travaille. Merci Anne. Merci Emmanuel. J'espère que vous aurez compris comme moi que la RSE n'est ni plus ni moins que de la stratégie. On connaît les risques, mais les opportunités par le biais de la RSE sont finalement très nombreuses pour les entreprises. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Club TGS France. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite. Dirigeants. Comment concilier RSE et performance économique est un podcast original du Club TGS France. Le Club TGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « Réfléchir, décider, agir ». 4 fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.